1949. Les arbres dessinaient des formes mouvantes contre un ciel nuageux, illuminé par la réverbération sourde des lumières de l'aéroport proche. Louis gara la Honda le long du trottoir, sur Mason Street, une rue qui bordait l'extrémité sud du cimetière de Pleasant View. À cet endroit, le vent soufflait avec une telle force qu'il lui arracha littéralement la portière des mains et qu'il eut un mal de chien à la refermer. Faisant le gros dos pour résister aux rafales qui soulevaient les pans de son anorak, il ouvrit le coffre de la Honda et en sortit ses outils, qu'il avait enroulés dans le carré de toile goudronnée. Il était au milieu d'une poche de ténèbres entre deux réverbères, debout au bord du trottoir, tenant entre ses bras son paquet enveloppé de toile qui avait l'air d'un poupon démesurément long. Il inspecta soigneusement les deux côtés de la rue avant de traverser la chaussée pour gagner la grille de fer forgé qui marquait la limite du cimetière. Il ne voulait pas être vu. Il ne voulait même pas courir le risque d'être entreaperçu par un automobiliste distrait qui l'oublierait la seconde d'après. Non loin de lui, les branches d'un vieil orme craquaient lugubrement au vent, faisant surgir dans sa tête d'absurdes visions d'arbres transformés en gibets improvisés par des foules lyncheuses. Bon Dieu, quelle trouille il avait! La beurre noire, tu parles, c'était de la pure démence. Pas trace de trafic, ni dans un sens, ni dans l'autre. Du côté de la rue où il se tenait, les réverbères projetaient à intervalles réguliers des cercles de lumière parfaitement ronds sur le trottoir où, durant la journée, l'école élémentaire voisine devait lâcher à chaque sortie des classes un flot d'enfants turbulents, garçonnets à vélo, fillettes sautant à la corde ou jouant à la marelle, sans jamais prêter la moindre attention au cimetière d'en face, sauf peut-être à l'époque de Halloween, car l'endroit se parait sans doute alors à leurs yeux d'un charme énigmatique. Était-il assez brave pour passer de l'autre côté de leur rue de banlieue et pour accrocher des petits squelettes de papier aux pointes de la clôture? Peut-être. Et peut-être qu'en de telles occasions, il se racontait en gloussant les traditionnelles blagues macabres. « Gage » murmura-t-il. Gage était là-dedans, de l'autre côté de ces grilles, injustement emprisonné sous un épais manteau de terre, et ça n'avait rien de drôle. « Je vais te libérer, Gage. » songea-t-il. « Je vais te libérer, fils. Je vais te tirer de là coûte que coûte. » Il traversa la chaussée avec son lourd fardeau, se hissa sur le trottoir, examina encore une fois la rue dans les deux sens, et, ne voyant rien venir, prit son élan et jeta le gros rouleau de toile par-dessus la grille. Il l'entendit choir de l'autre côté avec un cliquetis étouffé. Ensuite, il s'éloigna en s'époussetant les mains. Il avait soigneusement repéré l'endroit, et même au cas où il ne s'en souviendrait pas, il suffirait qu'il longe la grille à l'intérieur du cimetière jusqu'à ce qu'il aperçoive sa voiture, garée du côté opposé de la rue, et il le retrouverait. Le portail serait-il encore ouvert à cette heure tardive? Il descendit Mason Street en direction de l'intersection. Le vent lui soufflait dans le dos, s'acharnait après lui. Des ombres dansantes sinuaient sur la chaussée. Arrivé à l'angle de la rue, il bifurqua sur Pleasant Street et continua d'avancer en rasant la clôture. Des phares éclaboussèrent la rue dans son dos, et il se dissimula derrière un orme. Ce n'était pas une voiture de police, mais une camionnette qui roulait en direction d'Hammond Street, vraisemblablement pour rejoindre l'autoroute. Quand elle fut à bonne distance, Louis sortit de sa cachette et reprit sa marche. Bien sûr que le portail sera ouvert, ça ne fait pas un pli. Il arriva bientôt à la hauteur de l'entrée principale. Le portail dessinait la forme d'une cathédrale de fer forgé, svelte et gracile, dans les lueurs mouvantes des réverbères. Louis posa la main sur la poignée et essaya de la tourner. Elle était fermée à clé. Évidemment qu'elle est fermée, pauvre imbécile. Tu t'imaginais vraiment qu'on allait laisser ouvert après 7 heures le portail d'un cimetière situé dans les limites administratives d'une ville américaine, qu'elle soit petite, grande ou moyenne? Mon pauvre ami, mais il y a belle lurette qu'on ne fait plus confiance à ce point-là à l'esprit civique des citoyens. Qu'est-ce que tu vas faire à présent, hein? À présent, il ne lui restait plus qu'à tenter l'escalade en priant ses grands dieux qu'aucun des locataires des immeubles d'en face n'eût la mauvaise idée de décoller son nez de l'écran de sa télé pour jeter un coup d'œil dehors, juste le temps de l'apercevoir en train de se hisser maladroitement au sommet des grilles, tel le gamin le plus vieux et le plus lourd du monde. « Allô, police?
Je viens d'apercevoir le gamin le plus vieux et le plus lourd du monde en train d'escalader la clôture du cimetière de Pleasant View. Il a dû se dire qu'il était temps d'enterrer sa vie de garçon. Ou alors, c'est qu'il avait envie d'une petite bière. Si je rigole, moi? Mais non, voyons, ça tombe sous le sens. Je suis sûr que c'est une affaire qui mérite d'être creusée. Louis remonta Pleasant Street jusqu'au coin suivant, puis il tourna à droite. Les barreaux de la clôture défilaient inlassablement à côté de lui. De grosses gouttes de sueur perlaient sur son front et au creux de ses tempes, mais le vent les séchait aussitôt. Son ombre s'enflait et diminuait dans la lueur des réverbères. De temps en temps, il jetait un coup d'œil en direction de la grille. À la fin, il se força à s'arrêter pour les considérer vraiment. « Tu veux escalader ce truc-là? Non mais tu plaisantes ou quoi ?» Louis était un homme de haute taille, 1,88 m, mais les barreaux de fer forgé faisaient facilement 3 mètres de haut, et ils étaient surmontés de pointes décoratives en fer de lance. Décoratives, soit. En tout cas, jusqu'au moment où il perdrait pied en les enjambant, et où la force brutale de ses 90 kilos s'abattant d'un coup lui enfoncerait une de ses piques acérées dans le bas-ventre. Il resterait embroché là-dessus comme un cochon à barbecue, les testicules éclatés, et il n'aurait plus qu'à gueuler jusqu'à ce que quelqu'un se décide à appeler les flics afin qu'ils le tirent de là et l'emmènent à l'hôpital. Il transpirait très fort à présent. Sa chemise lui collait au dos. Le silence n'était rompu que par le bourdonnement lointain de la circulation nocturne qui s'écoulait sur Hammond Street. Il devait quand même bien y avoir un moyen de s'introduire là-dedans. Il y en avait forcément un. Allez, Louis, regarde un peu la vérité en face. Tu es cinglé, d'accord, mais tout de même pas à ce point. Peut-être que tu arriveras à te hisser jusqu'en haut de cette grille, mais seul un gymnaste entraîné serait capable de la franchir sans s'empaler sur ses pointes. Et à supposer même que tu y parviennes, comment feras-tu pour ressortir avec le corps de Gage? Il se remit à marcher, vaguement conscient qu'il ne faisait que tourner en rond autour du cimetière sans prendre aucune initiative pratique. Bon, ça y est, j'ai une solution. Je laisse tomber pour ce soir et je retourne à Ludlow. Je reviendrai demain, vers la fin de l'après-midi. J'entrerai normalement par le portail aux alentours de 4 heures, et je me planquerai dans un recoin quelconque jusqu'à minuit, ou même un peu plus tard. Autrement dit, je remets à demain ce que j'ai été trop bête pour prévoir aujourd'hui. Fameuse idée, ô grand Swami Creed. Et qu'est-ce que tu comptes faire de tout ce matos que tu as balancé par-dessus la clôture? Une pioche, une pelle, une grosse lampe électrique, bref, la panoplie du parfait petit détrousseur de sépulture. Le paquet est tombé au milieu des buissons. Qui irait farfouiller là-dedans, bon Dieu? Ça tenait à peu près debout. C'était même marqué au coin du bon sens. Mais le bon sens n'avait strictement rien à voir dans son expédition de ce soir, et son cœur lui disait, sans aucune équivoque possible, qu'il ne la recommencerait pas le lendemain. S'il ne s'introduisait pas à l'intérieur du cimetière ce soir, il ne s'y introduirait jamais. Jamais plus il n'arriverait à se mettre dans un état d'exaltation aussi démentiel. C'était le moment, et s'il le laissait échapper, il ne le retrouverait pas. Le long de la rue qu'il suivait à présent, les constructions étaient plus rares. De loin en loin, un carré de lumière jaune trouait l'obscurité de l'autre côté de la chaussée, et il n'aperçut qu'une seule fois la lueur grise et sautillante d'un téléviseur noir et blanc. Il examina le cimetière à travers les barreaux. À cet endroit, les tombes étaient plus vieilles, de forme plus arrondie, certaines même un peu croulantes, gauchies par la longue succession des gels et des dégels. Louis approchait à présent d'une nouvelle intersection. En tournant à droite, il s'engagerait dans une rue à peu près parallèle à Mason Street, d'où il était parti. Et que ferait-il lorsqu'il serait revenu à la case départ? Est-ce qu'il empocherait 200 $ et repartirait pour un tour, ou est-ce qu'il se déciderait à déclarer forfait? Les phares d'une voiture surgirent au bout de la rue, en face de lui. Il se planqua derrière un arbre et attendit qu'elle le dépasse. La voiture roulait au pas. Au bout d'un moment, la lumière vive d'un projecteur jaillit de sa portière gauche, et son faisceau balaya la grille en fer forgé. Le cœur de Louis se serra douloureusement. C'était une voiture de police venue inspecter les abords du cimetière. Louis se blottit contre son arbre, appuyant sa joue à l'écorce rugueuse, en priant désespérément pour que le tronc fût d'une largeur suffisante. Le faisceau du projecteur se dirigeait vers lui. Il baissa la tête afin de dissimuler la tache blanche de son visage. Le faisceau lumineux atteignit l'arbre,
disparut l'espace d'un instant, jaillit à nouveau de l'autre côté. Louis glissa prudemment le nez hors de son rempart et il entrevit les cylindres des feux tournants éteints sur le toit de la voiture de patrouille. Il voyait déjà la lueur rouge des feux arrière qui s'intensifiait brusquement, les portières qui s'ouvraient, le faisceau du projecteur qui revenait subitement en arrière et se pointait sur lui, tel un long doigt blanc. « Hé, là-bas! Et vous, derrière l'arbre! Sortez de là! Mettez-vous dans la lumière et tâchez qu'on voie vos mains! Sortez de là, je vous dis !» Mais la voiture de patrouille s'éloignait. Arrivé à l'intersection, le chauffeur mit fort civilement son clignotant avant de bifurquer sans hâte sur la gauche. Louis s'affala en arrière et il resta adossé à l'arbre, hors d'haleine, la bouche sèche. Les flics allaient sans doute passer à l'endroit où il avait garé la Civic, mais ça n'avait pas d'importance. Sur Mason Street, le stationnement était autorisé de 6 heures du soir à 7 heures du matin, et d'autres voitures y étaient garées. Elles appartenaient vraisemblablement à des gens qui habitaient les rares immeubles collectifs qui alternaient çà et là avec les pavillons individuels alignés en face du cimetière. Machinalement, Louis leva les yeux pour examiner l'arbre derrière lequel il s'était dissimulé. La fourche n'était qu'à quelques centimètres au-dessus de sa tête. Peut-être qu'il pourrait... Sans s'accorder une seconde de réflexion supplémentaire, Louis agrippa le bord de la fourche à 2 mains et se hissa le long du tronc. Les semelles de ses tennis patinaient sur l'écorce, projetant vers le trottoir une pluie de minuscules copeaux. Il parvint à se redresser sur un genou, et l'instant d'après, il avait un pied fermement campé sur la fourche du vieil orme. Si jamais les flics faisaient un second passage, leur projecteur décèlerait immanquablement la présence d'un oiseau extrêmement singulier sur cet arbre. Il ne fallait pas s'éterniser là. Il se hissa jusqu'à une branche plus élevée qui passait au-dessus de la grille et pendait dans le vide de l'autre côté. L'arbre n'était pas immobile. Il se balançait très doucement sous le vent. Son mouvement était presque berceur. Le feuillage chantonnait tout bas. Louis évalua rapidement ses chances. Il ne fallait pas réfléchir trop, sans quoi il se dégonflerait. Il se laissa choir dans le vide en se cramponnant à la branche de ses 2 mains entrelacées. La branche était à peu près de la grosseur d'un bras. Les pieds pendant dans l'air à environ 2,50 m du trottoir, il progressa lentement en direction de la grille en avançant successivement une main, puis l'autre. La branche ployait fortement, mais elle paraissait solide. Du coin de l'œil, Louis distinguait confusément l'ombre qu'il projetait sur l'asphalte du trottoir. Très noire, avec des contours indécis et vaguement simiesques, elle se traînait paresseusement derrière lui. Le vent frigorifiait ses aisselles moites, et il frissonnait en dépit de la sueur qui lui ruisselait sur le visage et s'insinuait dans son cou. La branche oscillait et penchait sous son poids. L'inclinaison s'aggravait à mesure qu'il avançait. Ses mains et ses poignets commençaient déjà à le tirailler, et ses paumes humides de sueur menaçaient à tout instant de perdre leur prise. Il était tout près de la grille à présent. Ses tennis pendaient dans le vide, environ 30 centimètres au-dessus des pointes. Vue de là-haut, elle ne lui paraissait plus si décorative que ça. En fait, elle semblait très dure, très tranchante et très pointue. Louis se rendit brusquement compte qu'il ne risquait pas seulement d'y laisser ses couilles. Si jamais il s'abattait de tout son poids sur une de ses piques, elle le percerait de part en part. Il aurait le cœur perforé ou un poumon troué. Et à leur prochaine ronde, les flics découvriraient un ornement de Halloween prématuré et d'un réalisme hallucinant accroché à la grille du cimetière. À bout de souffle, suffocant presque, il balança les pieds en direction du sommet des pointes. Il fallait qu'il fasse une brève pause, le temps de reprendre sa respiration. Ses pieds battaient l'air, cherchant un appui à tâtons, lorsque soudain, une lueur l'effleura. Elle grandissait. « Ah bon Dieu, une bagnole! Elle vient dans ma direction !» Il essaya de se propulser vers l'avant, mais ses mains glissaient, ses doigts s'écartaient inexorablement. Sans cesser de tâtonner du bout des pieds, il tourna la tête vers la gauche et regarda la rue par-dessous son bras tendu. La voiture roulait le long de la rue perpendiculaire à celle-ci. Elle franchit le carrefour à toute allure. Une veine, si elle avait... Ses mains étaient en train de lâcher prise. Des fragments d'écorce pulvérulents lui pleuvaient sur les cheveux. Il parvint à poser un pied au sommet d'une des pointes, mais son autre jambe de pantalon s'accrocha à la pointe voisine. Bon Dieu, juste au moment où ses dernières forces commençaient à l'abandonner. Avec l'énergie du désespoir,
Il tira sa jambe en arrière. La branche s'inclina un peu plus. À nouveau, ses mains glissèrent. Puis il y eut un bruit de tissu déchiré, et il se retrouva debout, un pied sur chaque pointe. Elle s'enfonçait dans les semelles de ses tennis, et leur pression ne tarda pas à devenir franchement douloureuse, mais il ne changea pas de position. Le soulagement qu'il éprouvait au niveau des bras et des mains valait largement ce petit désagrément. « Je dois faire un drôle de tableau », se dit-il avec un accablement tempéré par un soupçon d'amusement. Il serra fermement la branche de sa main gauche et essuya sa main droite sur le devant de son anorak, puis répéta la même opération en sens inverse. Il resta quelques instants encore dans la même position, après quoi il laissa ses mains glisser vers l'avant. La branche était plus mince à présent, et il n'avait plus aucune peine à joindre les doigts. Ses pieds quittèrent les pointes et il se balança au-dessus du vide à la manière de Tarzan. La branche s'inclina considérablement et il entendit un craquement sinistre. Il lâcha tout et se laissa choir à l'aveuglette. Il se reçut mal. Son genou entra en collision avec une pierre tombale et la douleur irradia jusqu'au sommet de la cuisse. Il s'écroula sur le gazon et roula un moment sur lui-même, serrant son genou à deux mains, une grimace affreuse lui retroussant les lèvres. Il avait peur d'avoir la rotule éclatée. Finalement, la douleur diminua un peu et il constata qu'il n'avait pas trop de peine à fléchir l'articulation. Ça devrait pouvoir aller à condition qu'il remue pour ne pas laisser l'ankylose s'installer. En tout cas, il l'espérait. Il se releva et se mit à marcher le long de la grille en direction de l'endroit où il avait balancé ses outils. Son genou l'élançait et il traînait un peu la jambe, mais à mesure qu'il avançait, la douleur se résorba et il n'en subsista bientôt plus qu'une algie diffuse. Il y avait de l'aspirine dans la boîte à pharmacie de la Civic. Il aurait dû penser à la prendre. Mais il était trop tard à présent. Il surveillait la rue du coin de l'œil, et dès qu'il décelait l'approche d'une voiture, il s'éloignait de la grille et allait se perdre dans les ombres du cimetière. Lorsqu'il fut arrivé du côté de Mason Street, où la circulation risquait d'être moins espacée, il resta à une distance prudente de la clôture et ne s'en approcha qu'en apercevant la Civic garée de l'autre côté de la rue. Au moment où il se rabattait vers les buissons pour en retirer son paquet d'outils, il entendit des pas qui claquaient sur le trottoir et un rire de femme étouffée. Il se dissimula derrière une pierre tombale de bonne taille. Il dut s'asseoir car son genou douloureux lui interdisait la station accroupie. Et il guetta ce qui se passait dans la rue. Un couple qui remontait Mason Street dans sa direction parut bientôt dans son champ de vision. L'homme et la femme se tenaient par la taille et ils marchaient sans hâte d'une flaque de lumière à l'autre. Quelque chose dans leur mouvement, avec cette alternance d'ombre et de lumière, évoquait dans l'esprit de Louis les images d'une ancienne émission de télé. Une émission en noir et blanc, bien entendu. Très vite, il la localisa avec précision. C'était le show de Jimmy Durante. Comment réagirait-il s'il se dressait soudain? Vacillante silhouette surgit des profondeurs de cette nécropole assoupie et leur lançait d'une voix sépulcrale l'exclamation fameuse par laquelle le comique à gros nez concluait invariablement chacune de ses émissions. « Bonne nuit, Mrs. Calabash, où que vous soyez !» L'homme et la femme s'arrêtèrent au pied d'un réverbère, à quelques mètres en avant de la Civic, et ils s'embrassèrent. Louis les observait avec une horreur stupéfaite. Il nageait en pleine abjection. Voilà qu'à présent, il était en train de mater sournoisement un couple d'amoureux, tapis derrière une pierre tombale à la façon de ces créatures infâmes qui hantent les pages des illustrés de bas étage. La frontière est donc si étroite, se demanda-t-il. Et là encore, cette pensée éveilla des échos familiers dans sa tête. Tellement étroite qu'il suffit d'avancer d'un pas pour la franchir. Se hisser jusqu'au sommet d'un arbre, se trémousser le long d'une branche, se laisser choir dans un cimetière, reluquer des amoureux en douce, creuser un trou. C'était donc si facile. Était-ce cela, la folie? Il m'a fallu 8 ans pour devenir médecin, mais je me suis métamorphosé en détrousseur de caveaux. Ou bien, faut-il dire goule, violenteur de tombeaux, profanateur de sépultures, en 2 temps 3 mouvements. Il s'écrasa les 2 poings sur la bouche pour réprimer le gémissement qu'il sentait monter de sa poitrine, et il alla repêcher tout au fond de lui-même ce sentiment de détachement, cette espèce de suprême froideur qui l'habitait au début de la soirée. L'ayant trouvé, il s'en arma avec gratitude.
Quand le couple se décida enfin à s'éloigner, Louis n'éprouvait plus que de l'impatience. Les amoureux gravirent le perron d'un immeuble. L'homme sortit une clé de sa poche et l'instant d'après, ils disparurent à l'intérieur. Plus rien ne bougeait sur Mason Street à présent. Il n'y avait plus d'autre son que le mugissement incessant du vent qui faisait bruire les arbres et soulevait les cheveux que la sueur avait collés au front de Louis. Il se précipita vers la clôture et se pencha au-dessus des buissons, explorant l'obscurité à tâtons. Ses doigts ne tardèrent pas à entrer en contact avec la forme rigide de son rouleau d'outils. Lorsqu'il le souleva de terre, il produisit un léger bruit de métal. Il s'avança, son paquet dans les bras, en direction de l'allée de gravillon qui partait de l'entrée principale, et, arrivé là, il s'arrêta un instant pour s'orienter. Ce n'était pas compliqué. Il suffisait de prendre l'allée et de tourner à gauche au premier croisement. Il se mit en marche, rasant la limite extérieure de l'allée, afin de pouvoir se fondre rapidement dans l'ombre des grands ormes si jamais il apercevait un gardien ou un vigile. Il bifurqua à gauche et s'engagea sur le sentier qui menait à la tombe de Gage. Tout en marchant, il réalisa soudain, avec une horreur sans nom, qu'il n'arrivait plus à se souvenir du visage de son fils. Il se figea sur place, et laissant son regard errer le long des rangées de tombes et de mausolées au front sourcilleux, il s'efforça vainement de l'évoquer. Il voyait tous ses traits séparément, ses cheveux blonds, légers et soyeux, ses yeux légèrement bridés, ses petites dents blanches, la cicatrice en forme d'étoile qu'il s'était faite au menton en tombant sur l'escalier de derrière dans leur pavillon de Chicago, mais il n'arrivait pas à les associer en un tout cohérent. Il revit Gage en train de courir vers la route, vers son rendez-vous fatidique avec le camion de Lorinco, mais Gage lui tournait le dos. Il essaya de se le représenter tel qu'il l'avait vu le soir où il était allé l'embrasser dans son lit, après leur séance de cerf-volant, mais il avait beau fouiller sa mémoire, il n'y trouvait qu'une tache noire. « Où es-tu, Gage ?»« Écoute, Louis, ce que tu fais là, ce n'est peut-être pas vraiment une manière de rendre service à ton fils. Si ça se trouve, il est heureux là où il est. Après tout, ces histoires-là ne sont peut-être pas des foutaises imbéciles comme tu l'as toujours pensé. Peut-être qu'il est avec les anges. Peut-être qu'il dort simplement. Et s'il dort, qui peut savoir ce que tu vas réveiller? Oh, Gage, où es-tu, Gage? Je veux te ramener chez nous. » Mais contrôlait-il vraiment ses propres actions? Comment se faisait-il qu'il ne puisse pas se rappeler le visage de son fils? Pourquoi s'obstinait-il à ignorer toutes les mises en garde, celles de Judd, celles que Pasco lui avait faites en rêve, et l'appréhension qui s'agitait obscurément, tout au fond de son cœur? Il pensa aux stèles grossières du cimetière des animaux, à cette spirale approximative qui s'enroulait autour du grand mystère. Et à nouveau, une étrange froideur l'envahit. Qu'avait-il besoin de s'échigner bêtement à évoquer le visage de Gage? De toute façon, il n'allait pas tarder à le revoir. Depuis sa dernière visite, la pierre tombale avait été posée. Elle portait pour toute inscription Gage William Creed, avec les 2 dates au-dessous. Quelqu'un était venu s'incliner sur la tombe de Gage aujourd'hui. On y avait posé des fleurs fraîches. Qui avait bien pu faire cela? Était-ce Missy Dandridge? Le cœur de Louis cognait très fort dans sa poitrine, mais ses battements étaient normalement espacés. Il était à pied d'œuvre à présent. S'il voulait vraiment mettre son plan à exécution, il ne fallait pas traîner. Il ne lui restait que quelques heures, et après, ce serait l'aube. Il se sonda le cœur une dernière fois et constata que sa résolution n'avait pas fléchi. Il était bien décidé à aller jusqu'au bout. Avec un imperceptible hochement de tête, il sortit son canif de sa poche et le déplia. Il coupa posément le gros ruban adhésif dont il avait soigneusement entouré son rouleau d'outils, étala la toile goudronnée au pied de la tombe de Gage comme un sac de couchage, et disposa ses outils dans un ordre méticuleux, comme s'il s'agissait d'instruments de chirurgie à l'aide desquels il allait suturer une plaie ou procéder à une exérèse mineure. Il avait masqué la grosse lampe torche à l'aide d'un morceau de feutre, ainsi que le vendeur de la quincaillerie le lui avait suggéré. Le morceau de feutre était retenu par du ruban adhésif, et il avait découpé un petit cercle en son centre en s'aidant d'une pièce d'un cent et d'un scalpel. Il posa à côté de la lampe la courte pioche dont il n'aurait probablement pas besoin. Il ne l'avait amenée que pour parer à toute éventualité.
Il n'aurait pas à faire sauter une dalle hermétiquement scellée, et il n'y avait guère de chance qu'il bute sur des caillasses dans une tombe qui venait à peine d'être comblée. Il aligna ensuite la pelle, la bêche, le rouleau de corde et les gros gants de protection. Il enfila les gants, empoigna la bêche et se mit au travail. La terre, très meuble, était facile à creuser. La forme de la tombe était nettement délimitée, et la terre qu'il rejetait était beaucoup plus légère que celle du sol alentour. Machinalement, son esprit opéra une comparaison entre la facilité de la présente exhumation et le mal qu'il aurait à creuser le sol rocailleux et aride de l'endroit où, si tout se déroulait conformément à son plan, il enterrerait à nouveau le cadavre de son fils avant la fin de la nuit. Là-haut, la pioche ne serait pas de trop. Après s'être fait cette réflexion, il s'efforça de vider son esprit de toute espèce de pensée. Les pensées ne faisaient que l'encombrer. Il rejetait la terre du côté gauche de la tombe. Peu à peu, ses mouvements prirent un rythme régulier qu'il avait de plus en plus de mal à maintenir à mesure que l'excavation devenait plus profonde. Il descendit dans la tombe, et l'odeur aigre de la terre mouillée lui envahit les narines. Cette odeur qu'il avait tant de fois humée durant les étés où son oncle Karl l'avait employé comme assistant. Digger, songea-t-il en s'arrêtant brièvement pour éponger la sueur qui lui dégoulinait du front. D'après son oncle Karl, tous les fossoyeurs d'Amérique étaient connus sous cet unique sobriquet. C'était un surnom amical, rien de péjoratif, tout au plus une nuance de gouaille argotique. « Allez, Digger, creuse !» Il reprit sa besogne. Après cela, il ne s'arrêta plus qu'une fois, et ce fut pour consulter sa montre. Minuit vint. Il lui semblait que le temps lui glissait entre les doigts comme une anguille. 40 minutes plus tard, la bêche heurta quelque chose de dur avec un crissement désagréable, et Louis se mordit les lèvres jusqu'au sang. Il saisit la lampe électrique et en dirigea le pinceau vers le fond de l'excavation. D'abord il ne vit que de la terre, puis il aperçut une fine ligne d'un gris un peu argenté qui affleurait diagonalement. C'était le dessus de la dalle en ciment. Louis la débarrassa du gros de la terre qui la recouvrait, mais il en laissa une mince couche car il ne voulait pas faire de bruit. Et il n'est rien au monde de plus sonore qu'une bêche qui racle du ciment au beau milieu de la nuit. Il s'extirpa de l'excavation, déroula la corde et la fit passer à travers les anneaux d'une des deux moitiés du couvercle. Puis il s'allongea sur la toile goudronnée et empoigna fermement les deux extrémités de la corde. « Cette fois, ça y est, Louis. Ce coup-ci, tu joues ton va-tout. T'as raison, c'est ma dernière chance, et comme tu vois, je la saisis. » Il s'entortilla la corde autour des poignets et il se mit à tirer. Le carré de ciment se souleva sans difficulté, en grinçant légèrement sur son pivot. Quand il fut dressé bien perpendiculairement au-dessus d'un puits de ténèbres carré, Louis retira la corde des anneaux et il la jeta au sol. Il n'en aurait pas besoin pour lever la deuxième partie du couvercle. Il lui suffirait de prendre appui sur les rebords du caisson et de tirer. Il redescendit dans la tombe avec des mouvements précautionneux. Il ne tenait pas à renverser la demi-dalle qu'il venait de soulever. Elle aurait pu lui écraser les pieds en tombant, ou, plus grave encore, éclater, car elle n'était pas bien épaisse. Au passage, il fit choir une légère pluie de cailloux, et il en entendit plusieurs qui rebondissaient sur le cercueil avec un son creux. Il se pencha, saisit le bord de l'autre demi-dalle et la souleva. Au moment où il faisait cela, quelque chose de froid et de visqueux s'écrasa sous ses doigts. Lorsqu'il eut dressé verticalement la plaque de ciment, il regarda sa main. Un gros lombric s'était aplati en travers de ses doigts. D'imperceptibles soubresauts le secouaient encore. Louis réprima un cri de dégoût et il s'essuya la main sur la paroi en terre de la tombe de son fils. Après quoi, il dirigea sa lampe vers le fond de la fosse, et il aperçut le cercueil, qui, lorsqu'il l'avait vu pour la dernière fois au cours de la cérémonie d'inhumation, était posé sur deux barres d'acier chromées, au-dessus de la tombe entourée de ces hideux tapis d'herbes synthétiques, d'un vert criard. C'était-ce là la chambre forte inviolable dans laquelle on avait voulu le forcer à ensevelir à tout jamais les espérances qu'il avait placées dans son fils? Il sentit monter en lui une rage formidable et brûlante, qui était l'antithèse absolue de la froideur insondable qu'il avait habité jusque-là. Non mais quelle connerie! Jamais on ne lui ferait avaler ça! Il chercha sa bêche à tâtons, la leva au-dessus de son épaule et l'abattit avec force sur la serrure du cercueil.
Une fois, puis deux, puis trois, encore une fois. Une affreuse grimace de fauve enragé lui découvrait les dents. « Je vais te sortir de là, Gage, tu vas voir. » La serrure avait cédé au premier coup de bêche, et cela aurait sans doute suffi, mais Louis s'acharna sur elle. Il ne voulait pas seulement ouvrir le cercueil, il voulait lui faire mal. À la fin, il recouvra ses esprits, ou du moins ce qui lui en tenait encore lieu, et il s'immobilisa brusquement au moment où il levait sa bêche pour l'abattre une 5e fois. La lame de l'outil était tordue et dentelée. Il jeta la bêche au loin et il se hissa hors de la tombe avec des gestes fébriles. Il avait les jambes en coton, une nausée douloureuse lui tordait l'estomac, et sa fureur s'était dissipée aussi vite qu'elle était venue. À sa place, il n'y avait plus qu'un froid immense, qui déferlait en lui comme une sale marée. De toute sa vie, il ne s'était jamais senti aussi seul, aussi détaché de tout. Il avait l'impression de flotter dans le vide comme un astronaute qui s'est trop écarté de son vaisseau durant une sortie et qui dérive lentement au milieu des ténèbres immenses de l'espace intersidéral, sachant que l'oxygène de son scaphandre ne tardera pas à s'épuiser. Est-ce que Bill Betterman a éprouvé les mêmes sentiments ? Se demanda-t-il. Il s'étendit sur le dos, à même le sol cette fois, et il s'efforça de se ressaisir. Lorsqu'il fut certain que son vertige avait passé et que ses jambes seraient à nouveau capables de le soutenir, il se redressa sur son séant et se laissa glisser dans la tombe. Il posa le pinceau de sa lampe sur la serrure. Elle n'était pas simplement brisée, il l'avait littéralement démolie. Malgré la fureur aveugle qui l'animait, chaque coup avait porté avec une précision absolue, comme si une force surnaturelle avait guidé ses gestes. Autour de la serrure défoncée, le bois du cercueil avait éclaté. Louis se glissa la grosse lampe sous l'aisselle. Puis il fléchit les genoux et resta un moment suspendu en position accroupie, les bras tendus devant lui comme un acrobate de cirque s'apprêtant à recevoir son partenaire qui vient de se lancer dans un saut de la mort. À la fin, il glissa ses doigts sous le couvercle, les introduisit dans la rainure, puis, après une brève pause qui, bien qu'elle en eût toutes les apparences, n'était pas due à une ultime hésitation, il ouvrit le cercueil de son fils. « 50. Rachel Creed manqua d'extrême justesse l'avion qui devait l'emmener de Boston à Portland. À quelques secondes près, elle l'aurait eu. Son premier vol avait quitté Chicago à l'heure prévue, un vrai miracle. Il avait atterri à l'aéroport de LaGuardia sans même avoir eu besoin de faire un seul cercle en attendant qu'une piste se libère. Deuxième miracle. Et n'avait décollé de New York qu'avec 5 petites minutes de retard. Elle débarqua à Boston à 23h12, soit avec 15 minutes de retard, mais cela lui laissait tout de même 13 minutes pour attraper sa correspondance. Elle aurait normalement dû y arriver, mais la navette qui reliait entre eux les différents terminaux de l'aéroport de Logan était en retard aussi. Rachel poirota longuement à côté de la borne d'arrêt. Elle était dans un état de panique larvée, et elle dansait sans arrêt d'un pied sur l'autre en faisant passer continuellement d'une épaule à l'autre la courroie du sac de voyage que sa mère lui avait prêté, comme si un besoin pressant d'aller au cabinet la torturait. À 11h25, comme la navette ne se montrait toujours pas, elle partit au galop. Ses chaussures avaient des talons relativement plats, mais ce n'était tout de même pas l'idéal pour piquer un sprint. Elle se tordit la cheville, grimaça de douleur, s'arrêta, ôta rapidement ses chaussures et continua à courir en collant. Elle dépassa le terminal de l'Allegheny, puis celui des Eastern Airlines. Elle avait du mal à respirer à présent, et elle avait un début de point de côté. La laine brûlante, la gorge râpeuse, le flanc percé par une douleur très vive, elle passa devant le bâtiment des lignes internationales et aperçut enfin l'enseigne triangulaire de la Delta. Elle pénétra en trombe dans le terminal, faillit perdre une de ses chaussures, la rattrapa au vol. Il était 11h37. L'un des 2 employés de service leva les yeux sur elle. « Le vol 104 !» haleta-t-elle. « À destination de Portland. Est-ce qu'il a décollé ?» L'employé jeta un coup d'œil à son écran de contrôle. « En principe, il est encore là, » dit-il. « Mais le dernier appel est déjà passé depuis 5 bonnes minutes. Je vais les prévenir de votre arrivée. Vous avez des bagages à enregistrer ?»
Rachel éructa une dénégation en écartant les cheveux humides de sueur qui lui retombaient sur les yeux. Son cœur battait à tout rompre. « Dans ce cas, n'attendez pas que je les ai appelés. Je vais le faire, ne vous en faites pas, mais je vous conseille de courir très vite. » Rachel ne courut pas si vite que ça. Elle n'en avait plus la force, mais elle fit tout son possible. L'escalator avait déjà été débranché pour la nuit, et elle gravit l'escalier 4 à 4, la bouche pleine de copeaux de cuivre. En arrivant au poste de contrôle, elle jeta son sac à l'employé du service de sécurité, une jeune femme plutôt avenante qui la regarda d'un air estomaqué. Puis elle attendit que le tapis roulant l'entraîne jusqu'à la petite cabine à rayon X, en serrant et en desserrant nerveusement les poings. À peine la courroie du sac pointa-t-elle de l'autre côté, elle la saisit au vol et prit ses jambes à son cou. Le sac s'envola derrière elle et lui heurta la hanche avec violence. Elle leva les yeux vers un des écrans de contrôle tout en courant. Vol 104, Portland HD, 11h35 PM. Porte 31, embarquement immédiat. La porte 31 était tout au fond de la galerie. Au moment précis où son regard se détachait de l'écran, les mots « embarquement immédiat » s'effacèrent et furent remplacés par des lettres clignotantes qui disaient « au décollage ». Rachel laissa échapper une exclamation de dépit. Lorsqu'elle arriva en vue de la porte 31, l'employé chargé de réceptionner les passagers était en train de retirer de son panneau mobile les lettres qui annonçaient « Vol 104 Portland, 11h25 ». « L'avion est parti ?» s'écria Rachel incrédule. « Vraiment parti ?» Le jeune employé la regarda d'un air apitoyé. « Oui, madame, je suis navré, mais il a gagné la piste de roulement à 11h40. Vous avez fait un remarquable effort, si ça peut vous consoler. » Il pointa l'index en direction des grandes baies vitrées, et Rachel aperçut un gros Boeing 727 marqué du logotype de la Delta qui s'éloignait, brillant de tous ses feux, en direction de l'extrémité de la piste. « Bon Dieu, on ne vous a donc pas dit que j'arrivais » s'écria-t-elle. « Si, mais lorsqu'on m'a appelé du comptoir du rez-de-chaussée, l'avion était déjà engagé sur le taxiway. Si je l'avais fait revenir, ça aurait provoqué un affreux pastis sur la piste numéro 30 et je me serais fait engueuler comme du poisson pourri par le pilote, sans parler de la centaine de passagers qu'il véhicule. Je suis vraiment désolé. Si vous étiez arrivé ne serait-ce que 4 minutes plus tôt... » Rachel lui tourna le dos et s'éloigna sans écouter la fin de sa phrase. Arrivée à mi-chemin du poste de contrôle, elle fut prise d'une faiblesse subite. Elle pénétra d'un pas chancelant dans une autre zone d'embarquement et se laissa tomber sur une banquette. Elle attendit que son malaise lui ait passé. Ensuite, elle remit ses chaussures après avoir décollé le vieux mégot de cigarette qui adhérait au talon d'un de ses bas en lambeaux. « J'ai les pieds sales et je m'en fous complètement », se dit-elle avec désespoir. Elle reprit sa marche en direction du hall central. L'employé du service de sécurité la regarda avec sympathie. « Alors vous l'avez raté ?» interrogea-t-elle. « Ça, pour l'avoir raté, je l'ai raté, » répondit Rachel. « Où est-ce que vous vouliez aller ?»« À Portland, et de là j'aurais continué sur Bangor. »« Eh bien, puisque c'est si urgent que ça, pourquoi est-ce que vous ne loueriez pas une voiture ? En temps ordinaire, je vous aurais plutôt conseillé un bon hôtel dans le voisinage de l'aéroport, mais je crois que je n'ai jamais vu personne qui soit aussi pressé que vous d'arriver quelque part. »« C'est vrai que je suis pressé, » admit Rachel. Elle réfléchit un instant avant d'ajouter « Oui, je suppose que c'est la seule solution qui me reste, vous avez raison. Vous croyez qu'une des agences de l'aéroport pourra me louer une auto ?»« Oh, pour ça, vous n'avez pas à vous faire de soucis, » répondit la jeune femme en riant. « Ils en ont toujours, à moins que l'aéroport soit bloqué par le brouillard. Ça arrive assez fréquemment, remarquez. » Mais Rachel ne l'écoutait plus. Elle supputait mentalement ses chances. Même en zingant sur l'autoroute à une vitesse suicidaire, elle n'arriverait jamais à temps à Portland pour attraper l'avion de Bangor. Il faudrait donc qu'elle fasse toute la route en voiture. Combien de temps est-ce que ça allait lui prendre? Ça dépendait de la distance. Le chiffre de 250 miles se matérialisa instantanément dans son esprit. Peut-être que Judd lui avait dit quelque chose à ce sujet. 400 kilomètres. Elle ne pourrait sûrement pas démarrer avant minuit et demi, minuit et quart dans la meilleure hypothèse. Elle serait sur l'autoroute du début à la fin. Elle pouvait raisonnablement espérer rouler à une vitesse constante de 100 à l'heure sans se faire coincer pour excès de vitesse. Donc, ça lui prendrait 4 heures tout rond. Disons 4h30. Il faudrait bien qu'elle fasse au moins un arrêt pour soulager sa vessie. Et, quoiqu'elle n'eût absolument pas sommeil pour l'instant,
Elle se connaissait suffisamment pour savoir qu'elle aurait aussi besoin de s'arrêter pour avaler une grande tasse de café. Même en tenant compte des inévitables contretemps, elle pouvait arriver à Ludlow avant l'aube. Ruminant toujours ses supputations, elle se dirigea vers l'escalier. Les comptoirs des agences de location étaient tous au niveau inférieur. « Bonne chance, ma petite dame !» lui lança l'employé du service de sécurité. « Merci !» dit Rachel. De la chance, elle allait en avoir besoin.